Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est très heureux de vous retrouver. On est au 1er janvier 2023 et perso, bah écoutez, j'ai qu'une seule envie. Alors ce début d'année, c'est de ne pas perdre de temps. Et donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous l'avais promis, on va donc en faire une première partie aujourd'hui de ce brief annuel que je vais couper en deux parties. Une première où je vais essayer d'être le plus succinct possible, mais de revoir et de reprendre l'ensemble des modèles macro ou en tout cas modèle de plus moyen terme que j'utilise dans les biais spéculatifs qu'on traitera du coup dans une vidéo partie 2 où on fera là beaucoup plus de passages sur les graphiques. Mais donc, pour tout de suite vous couper l'herbe sous le pied, ceux qui se diraient bon, mais du coup, ça sert à rien de manger ces modèles, je vais directement aller sur les graphiques, c'est plus intéressant, je pourrais prendre ces stratégies directes. Alors non, encore une fois, ce qui est important, c'est pas de piquer mes stratégies, ni encore moins de les copier bêtement, mais d'essayer de comprendre comment je les ai fabriquées et de vous en inspirer. C'est-à-dire peut-être que là où il y a le plus de valeur, justement, c'est dans ces modèles que j'essaie de vous expliquer. Ne les prenez pas dans leur entièreté et prenez surtout ceux qui vous semblent le plus cohérent et le plus logique avec votre propre vision du marché. N'oubliez pas que ni vous ni moi ne pouvons prévoir l'avenir, que tout ce qu'on fait, c'est essayer de réduire les risques de se planter. Voilà, ça c'est pour l'intro. Bon, maintenant, donc comme on l'avait promis, on fait une forme de revue annuelle de 2022, même si pour ma part je déteste parler du passé, ça n'a aucun intérêt, mais il faut bien comprendre qu'une partie du passé rime dans le futur. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est quelle est la partie particulièrement sensible de 2022 qui a des chances d'avoir encore des conséquences et des effets rémanents en 2023. Et non pas donc faire la saga de 2022, des SBF, des autres conneries du genre, de la Fed et tout ça, tout ça. On va pas essayer de parler de ce qui a marqué 2022, on va essayer de parler de ce qui a marqué 2022, mais qui a des chances de marquer encore 2023. Pour moi, il y a une chose qui est donc non pas relative aux différents classes d'actifs, hein, d'accord, et leurs propres catalyseurs respectifs, mais bien de dire, il y a bien un truc qui a été commun à tout le monde en 2022, c'est une hausse significative de la volatilité. Après, évidemment, donc une année qui avait été un petit peu plus basée sur la certitude en 2021. Pour vous la faire simple, pour moi, c'est un mécanisme dans lequel on est quand même depuis plusieurs années et qui suit un mécanisme pour moi donc de décorrélation, qui est assez significatif d'ailleurs dans le sens où il suit le modèle que j'ai toujours pris. Pour moi, ce modèle-là, il est en place déjà depuis pratiquement 2018, la deuxième partie du mandat Trump, particulièrement basée sur toutes les conneries qu'on a pu voir. Pendant la partie supra-folle du mandat de Trump, donc plutôt 2019-2020, où justement, donc, on a vu ces erreurs de politique monétaire au niveau de la Fed, qui baissait les taux un peu trop vite, qui a donc créé une forme de stratosphère dans les prix de marché un petit peu hors sol, alors que le marché obligataire, lui, avait envoyé un signal de renversement de la courbe de taux, qui laissait donc, par rapport à ceux qui ont un peu d'expérience dans les marchés, à dire que c'était pas du tout rose et qu'on allait se manger un truc dégueulasse, sans même savoir que ça allait être le Covid. On en avait déjà parlé à l'époque, vidéo à l'appui d'ailleurs, qu'il y avait bien un truc qui m'invitait à pas du tout être haussier dans les marchés à l'époque, alors même que ces derniers montaient de façon complètement conne. Et encore une fois, je me suis pas planté. Derrière, on s'est mangé un sale truc et ça valait bien le coup d'attendre que les prix de marché baissent. Bon, donc, depuis cette ère-là, la psychologie de marché joue un rôle bien plus prépondérant. L'extrapolation dans les prix de marché de la psychologie, c'est la volatilité, tout simplement parce que la psychologie, c'est tout sauf quelque chose de stable. C'est quelque chose qui va chercher des extrêmes, des sentiments, qui construit des narratifs et des conneries du genre, etc. L'autre fonctionnement inhérent du marché, c'est les statistiques, les modèles économiques, ce sur quoi moi je suis un petit peu plus basé. C'est ce qui supplante en tout cas une grande partie de la gestion du risque. Des modèles mathématiques plus ou moins complexes qui constituent des décisions de marché supposément plus intelligentes que l'arbitraire ou la psycho. Autrement dit, on va baisser jusqu'au dernier con ou on va monter jusqu'au dernier con. On essaie de construire des modèles de valorisation plus ou moins parfaits, mais en tout cas, aucun d'entre eux n'a jamais réussi à prédire l'avenir correctement. Donc il s'agit bien de comprendre qu'autant la psychologie que les modèles mathématiques ont tous les deux tort, parce qu'en fait, ils font tous les deux partie de l'équation complète. Il y a plein d'autres facteurs, mais ce sont les principaux. Bon, donc pour ma part, ce qui est important, c'est de comprendre que ces facteurs qui sont inhérents au fonctionnement de marché se décorrèlent. C'est-à-dire que par moment, il y en a un qui fonctionne bien mieux que l'autre, bien plus que l'autre, mais de toute façon, on finit toujours par revenir sur une forme d'état stable, où on trouve une forme d'équilibre rationnel entre ces deux mécanismes. La psychologie, et la volatilité donc, et les modèles mathématiques et les modèles de pricing. Un peu plus mécanique, comme je vous dis, et dans ce cas-là, plus prévisionnel. Bon, il s'agit de comprendre que déjà, d'un point de vue historique, on passe plus de temps normalement dans les modèles économiques.
pour la pure et simple bonne raison que ça produit une gestion du risque qui est beaucoup plus assimilable à un être humain que le pur chaos associé à la psychologie. Tout simplement, la psycho, on ne peut pas vraiment la modéliser correctement ni la prévoir, on peut qu'essayer de secouer les cons pour voir dans quel sens ils vont, alors que les modèles économiques proposent une direction. Donc effectivement, comme les marchés sont là pour fournir des directions de prix, historiquement parlant, on fonctionne quand même plus basé sur les modèles économiques, mais on ne fonctionne pas que sur les modèles économiques. Voilà, il s'agit de comprendre ça. Donc ce modèle de décorrélation, il nous dit donc que si on s'est décorrélé à peu près vers 2018 et qu'on est rentré donc dans un mode bien plus prépondérant sur de la psychologie, de la volatilité, etc., et que du coup bien moins facile de fonctionner sur les modèles de pricing, donc on l'a vu, ça part en couille sur 2019, l'économie surchauffe et Trump envoie encore plus d'huile sur le feu, la Fed en rajoute, et bam, le Covid arrive. Ça met une claque, là on mange bien de la volatilité, et derrière, qu'est-ce qui se passe? La Fed intervient, etc. Donc, là encore, le marché est complètement baisé sur ces modèles de pricing, il doit d'un coup revoir tous les standards de prix, puisqu'on crée $1 sur 2 en l'espace de quelques mois. Donc évidemment, là, tous les modèles mathématiques sont obligés de se recadrer, la volatilité est énorme. Pour ma part, le pivot entre donc en phase ici. Il s'agit donc de comprendre que, pour ma part, depuis cette ère, le moment est venu de comprendre, d'accord, que les modèles mathématiques sont en train de revenir en phase très très vite, d'accord, c'est-à-dire que ceux qui se disent « ouais, mais au final, Trump, le Covid, le repricing post-Covid, avec l'impression monétaire, etc., tous ces prix qui sont montés n'importe comment dans la stratosphère, c'est la nouvelle norme. En fait, le marché ne sait plus où il va, il est en train de mourir, et ce sont les signes pré-mortels. » Bon, moi je ne suis pas de cet avis, je pense plutôt que c'est une phase temporaire et qu'aujourd'hui, effectivement, cette émotivité de marché, dont le pic extrême a été connu avec le Covid, est en train de se réduire et on le verra là encore sur le modèle du VIX. Donc dans ce cas-là, effectivement, la volatilité est amenée à se réduire, mais comme toute stratégie de décorrélation, elle me dit aussi une chose, c'est que la volatilité du marché restera intrinsèquement plus élevée que l'état précédent. Autrement dit, on n'est pas prêt de revenir à ce qu'on a connu pendant la période 2012-2018, avec les QE, etc., la volatilité inexistante sur le S&P 500, tout ça, on n'y va pas. La volatilité restera un phénomène plus présent que ce qu'on a connu avant la phase Trump. Mais par contre, attention à ne pas imaginer que tout ça, c'est la nouvelle norme. C'est clairement faux et les modèles mathématiques reviennent. Maintenant qu'on a vu le balayage total de ces conneries de Covid, les modèles mathématiques se recadrent de plus en plus et ils vont, pour ma part, reprendre une part significative et légitime des modèles de pricing. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc attention, on passe sur un nouvel état stable et donc ce modèle de décorrélation a au large profit durant les dernières années d'un système de volatilité tend aujourd'hui vers cette zone-là. Si on le met donc sous cet horizon, d'accord, c'est donc de dire 2017 jusqu'à 2020-21, d'accord, la volatilité commence à se réduire principalement depuis l'année 2022 justement. Enfin en tout cas, ça dépend des classes d'actifs. Sur les cryptos, ce n'est pas encore le cas, mais la volatilité se freine, en tout cas sur la fin d'année 2022. On est vraiment aujourd'hui dans cette phase-là, où la volatilité commence à se réduire, et on va le voir, les modèles de pricing reviennent. Donc si on se dit, d'accord, 2018, allez, 2018, 2022, 23, d'accord, ça nous laisse à peu près sur les 2 prochaines années cet environnement de marché. Et donc là, on a notre premier facteur sur l'année 2023 et probablement encore une bonne partie de 2024. On devrait voir ces aspects psychologiques se réduire et on devrait voir les modèles de pricing reprendre normalement leur droit. Parmi ces modèles de pricing, ceux évidemment donc de l'inflation, pas celle qui est projetée par nos 6 ou 7 membres votants de la Fed. Alors pardon, ils sont bien plus que ça, mais en tout cas, donc notre petit comité de gens non élus qui décident dans leur petit bureau ce qui font de la politique monétaire de tout un pays et de tout un monde, évidemment, vu qu'il y a des dollars partout. Mais ces gars-là, donc, suivent l'inflation et ils suivent l'inflation corps PCE. Un autre modèle qu'on avait vu, et donc des propres mots de la Fed, ils voulaient voir l'ensemble de ces échéances, quarter over quarter, semester over semester et year over year, baisser en même temps pour donner un signe que l'inflation prend vraiment une direction baissière. Alors là, sur les derniers chiffres PCE, c'est sans appel, d'accord ? On a pratiquement un plus bas de 2 ans sur le rythme mensuel, sur le rythme trimestriel de l'inflation, 0,9. On est donc en juin avec le dernier qu'on peut voir ici avant septembre 2021.
Ici, on est sur un plus bas de tout le cycle à 1,5% sur le rythme semestriel. Et ici, pareil, on est sur un plancher qui revient jusqu'à décembre 2021 sur le corps PCE year over year. Laissant donc à penser que comme les composantes de plus court terme sont très nettement orientées à la baisse, on devrait voir aussi le mois prochain celui-là baisser, ce qui est donc très bon signe, encore une fois, le signe que, en tout cas, par rapport à cette mesure du PCE, qui est bien critiquable, l'inflation devrait baisser, ce qui devrait normalement donc amener nos amis de la Fed à arrêter leur hausse de taux en 2023. Ça, tout le monde semble plus ou moins d'accord. Il y a encore un peu d'incertitude quant à la date réelle de ce truc-là. Moi, mon choix perso, c'est qu'on va s'arrêter le 22 mars, mais qu'on maintiendra le doute jusqu'à la réunion suivante, qui se situe début mai. Et qu'on verra donc à ce moment-là, début mai, si on avait bien mangé la dernière hausse de taux en mars, ce qui est pour ma part mon avis, ou si on s'en mange une petite dernière quand même, parce que l'inflation rebondit d'ici là. Donc pour ma part, le pivot de cette année, c'est mars, mais ça nécessitera peut-être d'attendre la fin du mois d'avril, voire le début du mois de mai, avant d'avoir la confirmation qu'on a bien trouvé le plateau de la Fed. Une fois que ce plateau sera atteint, n'oubliez pas que, on l'a vu et on l'a dit avant, pour ma part, il y a un autre modèle que je suis, c'est que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, la politique monétaire se plante. D'accord ? Parce que c'est un outil complètement imprévisible et qu'encore une fois, ces gars-là ne sont pas des génies et qu'ils ne peuvent pas prévoir l'avenir. Bon, surtout que depuis les 4 dernières années, ils se plantent systématiquement chaque année sur une thématique en particulier. Donc la thématique pour moi de 2023, c'est que on va bien trouver le plateau, ça je pense, on ne va pas se planter là-dessus. Une fois qu'on l'aura trouvé, plus ou moins vite, bon les marchés l'ont déjà anticipé ça de toute façon, et on le verra là aussi sur le graphique du taux à 10 ans, il va falloir comprendre qu'il y a pour ma part une erreur systématique que va faire la Fed en 2023, qui est qu'elle a déjà annoncé qu'elle refuserait systématiquement de rebaisser les taux avant une phase de plateau relativement longue. Ça veut dire qu'à mon avis, malgré des signaux négatifs envoyés par la macroéconomie, c'est-à-dire peut-être une baisse assez forte de l'inflation et une hausse assez significative du chômage, donc une dégradation du marché de l'emploi américain avec un ralentissement de la croissance très significatif sur les premiers trimestres de l'année, la Fed pourrait très bien décider, malgré ces éléments qui sont les éléments qu'elle a définis pour dicter sa politique monétaire, décider de ne pas agir sur les taux en les rebaissant, malgré les signaux à la fois du marché obligataire et de l'économie réelle. Dans ce cas-là, la Fed commettra, à mon avis, l'erreur de 2023, qui sera, après avoir fait un petit peu trop de resserrement monétaire à cause des erreurs de 2021, de l'avoir fait trop tard. Donc en 2022, on a dû le faire trop vite. En 2023, on va rester à plat trop longtemps à cause de biais politiques, à mon avis discutables, mais encore une fois, ce sont des gens non élus qui décident. Donc ils vont décider probablement de ne pas bouger les taux malgré, à mon avis, les signaux économiques se dégradant. Voilà pour moi donc le prochain modèle à prendre en compte dans ma construction 2023. La Fed fera probablement une connerie, mais cette connerie aura probablement des implications sur la deuxième partie de cette année, c'est-à-dire qu'à mon avis, dans des dégradations économiques de plus en plus visibles, la Fed refusera de donner un peu de mou au marché avec une baisse de taux. Laissant donc, à mon avis, et on va en discuter tout de suite, la grande porte toute ouverte pour que l'État américain le fasse. État américain qui est donc toujours contrôlé par les démocrates, qui ont certes perdu la Chambre des représentants, mais pas le Sénat. Donc, il s'agit bien de comprendre que la Fed, ne donnant pas l'aide financière à une économie qui va ralentir, une économie qui n'est pas du tout en récession habituelle, comme on l'a pu le voir en 2008, ou etc., ou même en 2000, c'est-à-dire une économie en dépression, d'accord ? Rappelez-vous ce qu'on a dit, la dépression, c'est une inflation négative. Alors, laissez-moi sortir ce modèle, peut-être. Pardon, donc celui-ci, donc on se rappelle, on n'est pas dans un environnement dépressif, mais dans un environnement stagflationnaire, c'est-à-dire que malgré le ralentissement économique, les niveaux relatifs de l'inflation vont rester supérieurs à zéro. Autrement dit, on continue de créer de la monnaie sous une forme ou sous une autre. Si la Fed arrête de le faire et restreint la quantité d'argent disponible pour le crédit, il y en a bien un qui, malgré ça, peut dépenser sans compter, c'est l'État américain. Donc je pense qu'une des autres thématiques de 2023, ça va être le retour à la dépense de l'État, c'est-à-dire le déficit budgétaire. Autrement dit, le ralentissement économique, qui c'est qui va devoir se taper le merdier? C'est le bon vieux gouvernement américain qui va devoir dépenser du pognon pour pouvoir soutenir ses chômeurs, etc. et le coût de l'inflation, qui encore une fois fait monter le prix des matières premières, etc., détruit les marges des entreprises, et du coup, pour ralentir le ralentissement économique, qu'est-ce qu'il faudra faire?
dépenser de l'argent. Voilà pourquoi on reste dans ces environnements stagflationnistes plusieurs années. Voilà, ça on en avait parlé, donc autre modèle. Ce qu'il s'agit de comprendre, donc, c'est qu'une grande partie des facteurs inflationnistes qui étaient à l'œuvre sont ceux qu'on ne voit pas justement dans le PCE. Et notamment, donc, on le voit, une des larges composantes de l'inflation vient de la partie composée volatile, c'est-à-dire qui sont retirées du PCE, la partie donc food and non-alcoholic beverages, donc la bouffe, la partie housing, donc on le voit, hein, les principaux facteurs d'inflation qui ont donc tous trouvé un pic au niveau du mois d'avril, mai de cette année, le transport. Ok, tous sont en chute libre hein, depuis. On voit le transport principalement. Tous ont fait un sommet ici, sauf évidemment le secteur de l'énergie, les utilities, qui sont toujours pour l'instant en phase de hausse, mais qui entament aujourd'hui, avec du retard, un cycle correctif. Donc dans ce cas-là, les principaux facteurs qui supportent l'inflation entrent en phase de consolidation. Les facteurs les plus volatiles se sont déjà ratatinés total avec les actions de la Fed. On le voit sur le transport, le marché de l'emploi, le marché du logement et effectivement sur le prix des commodities. Ce qu'on voit, enfin des commodités, des biens de consommation. Ce qu'il s'agit donc de comprendre ici, c'est que la phase du premier pic inflationniste est probablement terminée. Voilà, c'est ce que nous disent ces graphiques. Ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu l'autre modèle, le PCE, montre aussi que la part non volatile de l'inflation a probablement atteint un sommet. Donc l'inflation a très probablement pas mal de chances de rebaisser en 2023, assez significativement. Et pas nécessairement uniquement grâce aux actions de la Fed. La Fed aura évidemment agi sur les composés les plus volatiles, mais ce qui est intéressant ici de comprendre dans ce modèle, c'est qu'il y a d'autres facteurs, et notamment un que beaucoup de monde oublie, c'est qu'il y a bien un facteur extrêmement déflationniste, qui n'a rien à voir avec les récessions, c'est l'innovation technologique. Et ça, on n'en a pas manqué en 2022. Alors oui, ça a été très doom and gloom, et on va tous mourir, etc., tout ça, très sentiment, et ça on en a parlé avant, mais il y a bien un autre truc qui s'est produit cette année et que pour ma part je trouve extrêmement notable, ce sont des ruptures technologiques assez significatives, en tout cas des signaux précurseurs de ruptures technologiques dans des domaines assez intéressants et notamment assez récemment la fusion nucléaire qui a fait des avancées assez intéressantes. En parlant de ça, les intelligences artificielles, les AI, ont fait des bonds assez impressionnants. Pour ne pas le nommer, par exemple, GPT-3, qui est un modèle d'IA extrêmement intéressant. Je vous invite à l'utiliser. Franchement, moi, ça me met le cul par terre, ces trucs-là. Ce sont des trucs qu'on nous a évidemment vendus maintes et maintes fois dans le passé, en nous disant c'est le turfu, l'IA va faire ci, l'IA va faire ça, etc. On nous a bien vendu ça dans les années précédentes. Mais la réalité, c'est que ça commence clairement à arriver aujourd'hui. Concrètement, les IA aujourd'hui sont bien plus efficientes que d'autres modèles. Enfin, moi, je suis désolé, quand je fais ça, j'ai plus envie de poser une question à Google aujourd'hui. Je pense que cette IA synthétise bien plus efficacement les données qui circulent sur Internet. Ce modèle a été entraîné de façon extrêmement intelligente. On peut lui poser n'importe quelle question. La réponse est vraiment bonne. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Sans parler des capacités techniques de ce truc-là, qui peut rédiger des bouts de code pour vous, c'est absolument fou furieux. Ces ruptures techno qu'on a dans les IA et dans les modèles comme ça, liés à différents secteurs cruciaux de la croissance humaine, c'est de dire l'énergie, etc. Tous les cycles, les macro-cycles, sont basés sur une rupture technologique de l'énergie. Alors évidemment, je ne dis pas que la fusion va arriver demain, mais je dis juste attention. Tout le monde part encore une fois du principe que ça n'arrivera pas, et à chaque fois qu'on a eu une rupture technologique au niveau de l'énergie, la découverte de l'énergie thermique, derrière la révolution industrielle, la découverte de l'énergie électrique, la suivante, etc., la découverte de l'énergie atomique, et aujourd'hui, la capacité éventuelle d'arriver à réaliser la fusion devrait, si on y arrive un jour, ça reste un gros si, mais si cette rupture est bien en passe d'arriver, la question c'est quand, elle déclenchera un nouveau macrocycle de croissance extrêmement rapide. Et il s'agit bien de le comprendre, ça. Donc il faut faire attention. Beaucoup de gens pensent que de toute façon, les conséquences néfastes de notre dernier cycle de croissance vont nous tuer, que tous les modèles prédisent un effondrement civilisationnel, etc. Tout ça. Moi, je fais partie des gens qui savent que c'est possible, oui, mais que ce n'est pas nécessairement garanti. Que de l'autre côté, il y a une autre force qui pousse très fort, et que cette force, c'est l'innovation. Ne pas l'oublier, s'il vous plaît. 2019, malgré le fait qu'elle a été vraiment dramatique sur le plan émotif, n'a pas manqué d'être rebondissante sur le plan des innovations technologiques. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Facteur très important.
D'un point de vue crypto maintenant, puisqu'on a fini avec le modèle global, donc le modèle global macro, ce qui touche plutôt les marchés classiques, mais on l'a vu, ça a touché très très fort les marchés crypto également sur cette année 2022, très très sentimentale, hein, l'année crypto, mais il y a des facteurs macro très spécifiques à la crypto qui ont mis cette dernière dans les choux. Notamment donc le premier dont on a parlé en long et en large et en travers, mais dont je vais reparler ici beaucoup plus rapidement, les modèles d'adoption des cryptos, qui sont donc un espèce de foutoir sans nom parce que tout se mélange en même temps et que les gens adorent faire des généralités. Donc je le redirai jamais assez, le marché crypto n'existe pas avec un grand L ou avec un grand C de crypto. C'est plusieurs marchés qui ont différents stades de maturité, différents besoins, et tout se chevauche, et les gens adorent mettre tout dans le même panier, donc ça mélange des trucs qui n'ont rien à foutre ensemble. Donc on va la faire simple, d'accord? Bitcoin, Ethereum, on a largement passé la hype, d'accord? Ce sont clairement des innovations technologiques, mais par contre, aujourd'hui, on commence clairement à avoir des cas d'usage plus que rationnels, d'accord? La DeFi, ça fonctionne très bien, on vient de le voir. Le creux de marché qu'on connaît aujourd'hui est principalement dû au défaut d'ailleurs des instances centralisées qui jouent avec le pognon des autres. Tout ce que justement la DeFi supprime intégralement par ce biais de confiance qui est transféré on-chain. Attention, la DeFi n'est pas parfaite, elle est d'ailleurs soumise elle-même à ses propres risques, principalement au niveau de son code. On n'a jamais vu autant de hacks d'ailleurs durant ces années. Donc attention encore une fois, mais par contre, une fois que ces hacks sont résolus, il y a bien une chose par contre qu'on n'arrive pas à résoudre dans les milieux financiers, c'est ce problème de confiance qui est systématiquement déplacé, etc., etc. Donc attention, là évidemment les processus crypto sont bien plus efficients que les modèles basés sur la confiance de nos systèmes financiers. Donc attention, pour moi les trucs comme la DeFi et tout ça, c'est clairement les précurseurs des premières phases de rupture technologique parabolique qu'on peut voir. On le voit clairement sur Ethereum. Pour moi Ethereum, on nous a un peu vendu effectivement ce système, bon 2018, la bulle des ICO, là on était clairement sur le pic de hype, on peut tout faire avec Ethereum, on va renverser le système, etc. Bon, 2021, on s'est un peu fait baiser la gueule avec ce délire de NFT, mais principalement, on en reparlera après, c'est dû à des phénomènes externes. Je pense tout simplement qu'en fait, 2021, ça a été... Enfin, le cycle qu'on a connu 2021 et le correctif extrêmement violent de 2022 n'est ni plus ni moins, pour ma part, sur des actifs comme Bitcoin et Ethereum, que des faux départs. C'est simplement de dire on a juste redistribué les cartes sous un schéma particulièrement différent, qu'on verra sur l'aspect graphique. La fameuse vague 5 étendue, c'est de dire concrètement, on a bien des ruptures technologiques et on les voit déjà se mettre en place, ça fonctionne déjà de mieux en mieux. Alors effectivement, on nous l'a peut-être vendu un peu vite avec ces ICO machin, au final c'était pas scalable, on a bien vu les problèmes, derrière Ethereum est complètement saturé, etc., c'est le bordel, mais au final on a des solutions aujourd'hui, ces problèmes de scalabilité ne sont plus, ou en tout cas il y a très peu de chances qu'on puisse pas accueillir la demande demain. Donc attention, les ruptures technologiques arrivent, et on a enfin de l'horizontalité sur Ethereum. Les L2 aujourd'hui proposent des solutions de scalabilité qui sont infinies. Donc attention encore une fois, qui dit étalement horizontal dit moins de capture de valeur verticale, mais une utilité organique. Donc ne pas oublier pour ma part qu'Ethereum n'a plus à prouver aujourd'hui sa nécessité. Ethereum est là et sera toujours là. Il ne sera pas remplacé. Par contre, attention à ne pas se dire « Ah ben j'achète juste Ethereum et je vais devenir un milliardaire ». Non, non, une grosse partie de la valeur va être distribuée horizontalement pour justement proposer des solutions de scalabilité qui sont pour l'instant dites comme temporaires quand on va avoir les fameux sharding, etc. Mais tout ça mettra encore plusieurs années à arriver. Donc la capture de valeur verticale de l'Ethereum va baisser sur les prochaines années, c'est bien à comprendre. Mais par contre, ne pas s'imaginer que la valeur d'un Ethereum ne sera pas dans la stratosphère pour autant. Les modèles de valorisation que j'ai sur l'Ethereum, malgré la disparité Layer 2, continuent de pricer Ethereum à plus de 10 000 $ le token. Et comme en plus on vient de stabiliser l'inflation avec l'introduction de l'EIP 1559, c'est un autre modèle dont on va parler après, pour ma part, Ethereum est aujourd'hui dans la phase où ces ruptures technologiques liées à son adoption vont arriver. Et ça, comme on l'a dit, malgré le fait qu'il a été un peu hypé dans les années précédentes, ça amènera nécessairement une demande supérieure à celle qui existait au niveau de la hype. Parce que c'est plus une demande purement spéculative basée sur des attentes futuristes, c'est une demande qui sera basée sur des ruptures technologiques. On a besoin de ce truc pour faire fonctionner et payer les gas fees, les Layer 2, etc. Mais surtout, il y a de plus en plus de gens qui se bousculent au portillon grâce à ces opportunités techniques. Voilà, il s'agit bien de comprendre ça. Maintenant, le problème auquel on est, c'est qu'on est dans le chasme. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que le futur arrive, on a les signes que franchement, on a probablement passé ce truc-là. Mais qu'est-ce qui se passe? On s'est mangé des petits-fils de... Voilà, à la SBF, etc. Tous ces gros connards, les Michinski, etc.
Je ne les juge pas sur le plan personnel, hein, mais encore une fois, leur représentativité politique, c'est-à-dire ce qu'ils représentent et ce qu'ils ont fait à travers leurs différentes entreprises, est si dramatique que ces gars-là devraient finir en tôle jusqu'à la fin de leur jour, puisque ce sont des arnaqueurs, comme on en a déjà vu dans différents environnements financiers. Bref, donc des pratiques scandaleuses, et ces gens-là ont construit des bull markets purement artificiels. C'est-à-dire qu'on voit en fait, c'est que une grande partie de ce qui a été construit en 2021 était basé sur du putain de vent. On nous a vendu effectivement l'adoption, etc. Et on nous l'a vendu surtout avec de l'hype, et en fait avec du crédit. La réalité, c'est que cette adoption, elle ne s'est pas encore produite, elle va probablement arriver, hein, mais elle nous a été vendue un peu trop vite, et je pense que 2021, au final, on l'a découvert en 2022, n'a été construit que sur des attentes irrationnelles. Ce qu'on a vu par contre sur les graphiques, c'est que tant qu'on tient les overlaps des anciens sommets de 2018, sur des actifs comme Ethereum et Bitcoin, c'est pas du tout bearish. C'est juste des structures alternatives, c'est-à-dire qu'on va au même point, mais on y va différemment, et évidemment, il faut éviter de se faire balader au milieu. Voilà pour les modèles d'adoption. Évidemment, à côté de ça, il y a tout un tas de trucs comme du Solana, du machin, du Vavax, qui n'étaient que des attentes purement spéculatives du turfu. Et là, bien évidemment, on se mange le full chasm, c'est-à-dire que là, on ne sait plus vraiment au final si c'est le turfu, pas le turfu. Et en gros, soit il y aura juste une petite remontée de la hype dans le prochain cycle avant de tirer vers zéro sur ces actifs qui ne proposeront pas les ruptures technologiques. Et peut-être que certains arriveront à le faire. Donc pour l'instant, aujourd'hui, si vous restez investi sur ceux qui ont connu les pics de hype, essayez d'être rationnel. Tous les actifs ne pourront pas avoir une rupture technologique. Quels sont les facteurs dans ce modèle qui favorisent une rupture technologique? Déjà, il faut avoir été le premier à faire un truc qu'aucun autre ne fait. Donc, est-ce que Solana fait un truc que les autres ne savent pas faire? Pour moi, oui, mais ça ne veut pas dire que les autres n'arriveront pas à le faire plus tard. Donc il faut faire attention, il y a quand même une notion temporelle. Mais pour l'instant, le proof of history est une preuve unique et relative à Solana. Donc pour ma part, Solana est un candidat qui pourrait avoir des ruptures technologiques, mais clairement, on nous a vendu le turfu, des millions de TPS, etc., décentralisé, scalable. Bref, bon, on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas. Maintenant, ça peut le devenir. Donc attention. D'autres actifs comme Vavax, bon, il y a des trucs très intéressants dans Vavax aussi. Pour ma part, la vraie révolution technique de Vavax, c'est le modèle économique construit autour de son consensus. Il y avait pas mal de soucis au niveau de l'inflation et c'était du grand n'importe quoi sur la distribution du token supply, mais le consensus est quand même génial, un consensus sans slashing, assez facile à participer, dans lequel on a cette forme de propagation probabiliste de la vérité, donc très intéressant peut-être pour des modèles de type social network ou des trucs comme ça. Donc ça peut être très intéressant, par exemple Solana comme architecture pour moi sur des réseaux de type justement participatif, à forte participation. Le problème c'est que ce marché-là, ce type de réseau-là nécessite une très forte participation pour que son consensus ait vraiment un attrait. C'est pas du tout ce qu'on a vu effectivement sur Avax. J'ai vu plein de gens me vendre ce consensus du turfu comme un truc fantastique. Je pense encore une fois qu'il y a des cas d'utilité futurs, mais attention à vendre le futur un peu vite, ça peut faire mal. Mais Avax, pour moi, reste quand même un bon candidat. Mais par contre, il va falloir revoir tous les timings. Hein. Tous ceux qui se sont fait manger par les bulles de hype, si jamais vous avez de la chance d'avoir un truc comme ça, si on se la met comme ça, hein, 2019, 2022 ici, ça veut dire qu'à mon avis, attention, les ATH, pas avant 2-3 ans sur ces actifs-là, et absolument pas garantis, puisqu'ils dépendront essentiellement de ruptures technologiques qui ne peuvent pas se produire partout. Hein. Il faut comprendre qu'il y a plein d'innovations technologiques, aussi prometteuses soient-elles, qui seront vaines. C'est la réalité de ces choses-là. Il y a d'autres trucs encore que je mettrais dans cette catégorie, comme par exemple Theta, qui fait un modèle très très intéressant de propagation et de compression en peer-to-peer pour le partage de vidéos décentralisées. Là aussi, ça peut être très très intéressant pour décentraliser des modèles comme YouTube, etc. et tout ça. Mais encore une fois, c'est des réseaux qui ne fonctionnent que par la scalabilité. C'est-à-dire s'il n'y a pas assez d'utilisateurs du réseau, concrètement, c'est quelques nœuds centralisés qui font tourner le truc. Et globalement, ça ne marche pas très très bien. Ou en tout cas, c'est pas décentralisé. Donc on fait attention, là encore aussi, beaucoup d'attentes spéculatives. Et il faut revoir complètement les durées sur les investissements que vous pourriez éventuellement garder sur ces actifs-là. Ça doit rester donc des fonds de portefeuille et il faut clairement avoir des horizons relativement longs de plusieurs années sur ces actifs, tout en ayant évidemment une diversification. Vous devez bien comprendre que pour ma part, si vous misez sur un en disant c'est lui le coco, c'est lui qui va avoir la rupture techno derrière, pas sûr. Hein, voilà. Donc on fait attention. Donc pas mélanger ce truc-là, il y a des actifs bien plus avancés, il y en a d'autres qui sont en plein désillusion totale, et je ne vous parle pas de tous les shitcoins et memecoins qui ne servent à rien. Voilà. Je rentre même pas dans le débat.
Les autres facteurs crypto-centrés, parce qu'on est déjà à 29 minutes, GBTC, toujours aussi inquiétant pour ma part, c'est le signe qu'il y a toujours des risques de liquidation au niveau de Genesis et tout ce bordel qu'il y a autour. Maintenant, je ne rentre pas dans les détails, je prends juste ça comme un marqueur. Je ne sais pas, je dis juste que tant que je n'ai pas de reprise à ce niveau-là, je vois bien qu'il y a un risque collatéral qui est pricé à travers de ce GBTC, qui semble être autour donc, de ce crypto group, je ne sais plus quoi, là, DCG, qui comprend donc GBTC, Genesis, etc. Donc attention, hein, ça pourrait faire encore une fois grand drama, mais ceux qui parient que la merde va continuer d'arriver, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Si vous vous plantez en pensant que de toute façon on va aller chercher toujours plus gros, le jour où vous vous mangez, ça va repartir 180 degrés immédiatement. Hein. Donc attention, je ne dis pas que ça ne va pas se produire, je dis juste ceux qui parient que c'est inévitable peuvent se planter tout autant. Donc on fait gaffe. Autre facteur, donc comme on l'a dit, le IP 1559, pour moi assez marquant de cette année 2022, qui auront des effets très très importants en 2023. Ethereum tout simplement vient de stabiliser son supply. Comme on le voit, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. On n'est pas déflationnaire, ultrasound money, comme beaucoup voulaient le vendre. Donc on fait attention. Je pense que par contre, ce que nous amènera 2023, c'est la stabilisation de ce modèle, avec sur la fin de l'année, alors que les ruptures technologiques devraient arriver, une utilisation, c'est-à-dire donc, là encore une fois, des gas fees plus élevés, base fees égale on burn, etc., plus d'utilité du réseau devrait amener l'entrée en nette déflation au courant de l'année 2023. Pour ma part, ça fait partie de mes prédications perso. Donc je pense qu'Ethereum reste relativement stable, c'est-à-dire il n'y a plus vraiment d'issuance aujourd'hui, ça va rester relativement neutre. Il y a un point d'exergue au niveau du mois de mars parce qu'on va avoir la libération des Ethereum stakés, même si pour ma part ça va être un non-event le plus total. Il y aura autant de demandes que de gens qui vont sortir, et puis il y a très peu de gens qui veulent sortir de toute façon à mon avis, mais on verra tout ça. Voilà, donc à voir, mais étant donné que le coût de minage de l'Ethereum c'est proche de zéro, faut pas me raconter n'importe quoi. Voilà. Donc on verra ce qu'il en est. Je pense que ça devrait se stabiliser avec un peu d'incertitude et donc de volatilité. Faisant référence à ce qu'on a dit avant, il y a toujours quand même cette thématique de l'émotivité qui va jouer en début d'année. Donc attention à réaction de prix émotive autour de cette Shanghai Upgrade. Sinon, donc d'un point de vue plus fondamental macro, donc métrique, je pense clairement qu'on va osciller grosso merdo autour d'une issuance net négative, enfin net de zéro, c'est-à-dire des phases inflationnistes, des phases déflationnistes liées au cycle d'activité du réseau, avec de toute façon pour ma part les ruptures technologiques qui ne peuvent que tirer Ethereum vers la déflation dans les prochaines et dans les prochains trimestres. Le phénomène de l'alt season, ce dont on doit parler assez significativement, ici pour ma part d'un point de vue analytique, c'est très rapide à voir. Sur les dernières années, on est clairement sur une construction de creux sommet ascendant. On voit bien que la dominance sur les graphiques de Bitcoin dominance, c'est en chute libre. Les schémas sont en creux sommet descendant sur la dominance du Bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'Ethereum va flipper le Bitcoin, etc. Tout ça, on l'a dit. Il y aura probablement moins d'extraction verticale par rapport au changement de déploiement du modèle Ethereum via ce système donc de Layer 2 qui remplace pour l'instant et jusqu'à probablement prochaines années le système de sharding. Donc pour l'instant, Ethereum va jusqu'à nouvel ordre supplanter avec sa décentralisation, va améliorer sa décentralisation en réduisant son extraction de valeur verticale. Donc, voilà, attention. Ça me laisse quand même à dire que de toute façon, l'écosystème crypto mature et qu'il mature plus du tout autour de Bitcoin. Bitcoin jouera probablement un rôle de refuge, je le pense quand même à un moment donné dans le futur, mais je pense que les Bitcoin season ne seront plus d'actualité. Donc attention, moi quand on est dans la zone où effectivement tout semble tourner autour de Bitcoin, c'est là où je me dis attention les cocos, ça risque de former un creux et de nous repréparer vers donc un nouveau cycle de croissance, plutôt vers la deuxième partie de 2023. Donc je reste là encore plutôt positif. Je pense par contre que la prochaine alt season, elle va faire mal au derche, hein, parce que là du coup on a mangé un faux petit départ en 2022. Attention à mon avis, le prochain, on va rester scotché ici très longtemps, hein, c'est-à-dire un ensemble d'altcoins qui va largement surperformer notre pote le Bitcoin. Ça ne veut pas dire que Bitcoin va rester à la cave, ça veut juste dire qu'encore une fois, la large partie du marché lié à ces processus de rupture technologique et d'adoption avancera plus vite que Papa Bitcoin, qui est très lent parce qu'il est beaucoup plus mature. Donc à mon avis, oui, la dominance Bitcoin va continuer de tirer au sud, on le verra, c'est aussi visible sur la dominance Bitcoin, et je m'attends donc à voir cette mesure de la Bitcoin season à moyen terme tendre toujours vers une direction plus haussière. C'est-à-dire je pense que là, on va passer un large temps cette année vers une vraie surperformance des altcoins. Lequel d'altcoin, c'est difficile à dire, mais Ethereum semble clairement être déjà pointé à ce stade-là.
Ce qu'il s'agit de vous rappeler tout de même parmi les autres modèles avant de clôturer cette première partie, n'oublions pas que certains de ces modèles sont des révolutions. C'est notamment le cas pour les bitcoins. Je sais que beaucoup de gens vous ont baisé les cerveaux à vous dire « mais regarde, les graphiques, 95% de baisse, c'est forcément que c'était de la merde ». Ah oui, il y avait beaucoup de merde, hein, on va pas se mentir. Mais je vous dis, il ne faut pas mélanger. Les trucs qui sont basés sur de la hype, ça perd 95% derrière. C'était le cas déjà de Bitcoin, Ethereum dans leur passé, etc. Ok, donc on fait gaffe, c'est normal. Il y a plein de trucs qui ont été vendus comme le turfu et qui ne le sont absolument pas. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas affaire à une révolution des modèles cryptographiques. La crypto va révolutionner le marché financier. Ça va prendre des dizaines d'années, mais on a déjà bien commencé. Ça a commencé en 2008, les gars. Donc il faut vous réveiller. D'accord ? Ça a commencé depuis 14 ans. Donc oui, on a déjà largement avancé. Et oui, la fin, c'est que ce sera évident. Et j'ai franchement l'impression qu'aujourd'hui, on est déjà dans les phases finales. C'est-à-dire qu'on est clairement dans... Bon ben oui, c'est clair que les cryptos, elles devaient arriver. Oui, c'est clair que c'était mieux. Oui, c'était évident. Pour l'instant, ce qu'on y voit, c'est qu'effectivement, j'ai bien l'impression que 2022, c'est vraiment la réadaptation de l'ancien monde, hein, les partisans de l'ancien monde qui voient leur état de stabilité perturbé. D'accord ? Ceux-là même qui ont dit que la crypto était dangereuse et stupide, hein, et qui aujourd'hui plaident pour une régulation très agressive des CBDCs, un contrôle de tout ce bordel. Il faut détruire la crypto, c'est dangereux, c'est Satan. D'accord ? Ceux-là même qui se réjouissent de voir vos cryptos s'écrouler, puisque du coup vous capitulez et vous avez la réponse, la fameuse réponse émotive, fuite, lutte ou déni, vous lâchez l'affaire. Clairement, c'est trop pour vous, je préfère récupérer mon argent. Hein ? Donc attention, encore une fois, la finalité, c'est que de toute façon, vous reviendrez dedans, et en plus, vous direz, putain, qu'est-ce que j'ai été con, c'était évident. Je le savais à l'époque, je suis rentré pour ça, etc. Donc, dernier modèle ici, ne pas oublier pourquoi vous êtes rentré dans ces putains de crypto. Parce que, clairement, ça a été un peu volatile sur les actions aussi, on va pas se mentir. Mais pour ma part, j'ai fait un très bon travail sur les actions, bien moins bon sur les cryptos, et je me cache pas. J'ai moi-même subi ces biais psychos avec beaucoup de violence, comme j'avais pas connu depuis des années. Je suis pas un surhumain non plus, et quand je mange des gros drawdowns, moi aussi, ma tête, elle tourne, et elle crée des idées stupides, etc., etc. Pourtant, chaque fois que je regarde les graphiques des bons actifs, putain que c'est beau, mais que c'est beau. Et à chaque fois que je me souviens de pourquoi j'ai mis $1 ou €1 dans ces trucs, ça me remet les idées en place. Donc je voulais finir cette première partie ici, en tout cas pour ceux qui ont survécu à la partie crypto. Rappelez-vous bien pourquoi vous êtes là. Pour ma part, si vous êtes sur les bons actifs, pas ceux qui sont basés sur de la hype et tout ça, ceux qui sont montés sur la hype, je vous l'ai dit, je vous le redis, si vous voulez les garder pensant que ça reste de bons actifs, ok, mais fonds de portefeuille et... on repousse ça à 2025-26 et c'est pas garanti du tout. En tout cas, il faut être sur des horizons beaucoup plus longs, puisque ceux-ci suivent des schémas bull-crack et il va falloir résoudre tous les problèmes techniques liés à leur adoption avant de créer éventuellement des ruptures technologiques qui entraîneront cette vraie adoption. Hein ? Donc on fait attention. Ce n'est pas le cas de blockchain comme Bitcoin, dont l'adoption est déjà très largement en cours. Bitcoin, on est déjà dans l'adoption de l'early majority. Donc le gros repli qu'on a connu ici, bon, pour ma part, mis à part des effets de liquidation, etc., je ne vois pas vraiment comment Bitcoin ne se relèvera pas de 2022. C'est pour moi absolument garanti. Peut-être une incertitude, ça se produira peut-être qu'en 2024, mais en tout cas 2023, pour ma part, on ne va pas aller bien plus bas. Pour Ethereum, c'est clairement la même chose aussi. La plupart des problèmes qui faisaient état en 2021-22 sont aujourd'hui résolus, ou en tout cas en phase de résolution à courte échéance. Donc, clairement, attention à ça. Les phases d'adoption arrivent avec la rupture technologique. Autrement dit, ces blockchains-là vont être capables de faire ce que d'autres ne sont littéralement incapables de faire. 2021 a été construit sur ce narratif débile des Ethereum killers. Ce que 2022 a montré, c'est qu'en fait, il n'y en a aucun qui tue Ethereum. Point. Et je vous l'avais dit dès le début, que ces ETH killers étaient juste du putain de vent. Et que pour ma part, je gardais mon exposition à Ethereum. Voilà. Point. Maintenant, si vous cédez à la désillusion, parce que l'ancien monde a repris le contrôle en vous démontant et en se servant, en fait, de ces biais spéculatifs de fear, de greed, d'une bande d'arnaqueurs, qui sont venus jouer avec la thune des clients ou avec des effets de levier stratosphériques. Je veux dire, on pourrait parler pendant des heures de cette histoire d'Alameda et d'FTX, de se dire quand même qu'Alameda, c'était des gars qui avaient les informations des traders avant les autres,
Ils voyaient tout ce qui se passait dans l'exchange. Ils n'avaient pas de margin call. Je veux dire, les mecs avaient des poches profondes, illimitées. Ils n'avaient pas de margin call. Et ils ont réussi à putain de cramer toute la thune. C'est quand même incroyable de conneries. C'est de dire, il n'y a pas plus mauvais trader que ces gens-là, en fait. Ils avaient tous les avantages qu'un trader pourrait avoir et ils ont réussi à échouer. C'est quand même dramatique. Voilà. Donc bref, encore une fois, l'échec de modèles centralisés ne remet pas en cause la thèse crypto qui n'a fait pour ma part en 2022 que prouver une seule chose, c'est bien l'avenir. Attention de ne pas se barrer avant l'étape finale, c'était évident. Voilà. Très important à comprendre. J'espère et j'insiste là-dessus que vous l'aurez compris. Ceci dit, donc, on va s'arrêter là, 40 minutes pour une partie, donc, revue des modèles macro, positionnement de ce truc-là, hein, donc je résumerai l'essentiel. Il y a bien des modèles plus ou moins macro qui interagissent avec les deux, hein, les cryptos et les marchés plus tradis. Il y a des modèles qui sont plus basés sur les cryptos, et notamment donc, cette pure bulle de crédit construite par ces acteurs centralisés, malveillants, puisqu'on ne peut pas les appeler autrement, qui ont clairement, pour ma part, donc construit un pur marché artificiel de la crypto sur des projets comme Avax, Solana, etc. Nanana. Okay, certains projets, pour ma part, y ont été exempts, notamment, par exemple, l'écosystème Cosmos, qui n'a pas du tout connu cette bulle de hype à la con, et n'a pas vu ces afflux de crédit extrêmement spéculatifs arriver. Donc, pour ma part, attention, certains de ces actifs peuvent se relever, c'est toujours la raison pour laquelle j'ai une exposition très significative à cet écosystème Cosmos. C'est peut-être le dernier modèle dont on pourrait parler, celui dont je vous avais déjà dit, les seuls Ethereum killers, si tant est qu'il y en ait qui survivent, ne seront pas vendus comme tels. C'est pour ma part la seule chose et le seul modèle dont je veux parler encore, parce qu'on parlera beaucoup de Cosmos au niveau des graphiques. Il s'agit bien de comprendre que Cosmos ne s'est jamais vendu comme un Ethereum killer. Ni même en compétition, ni même en ceci, ni même en cela. Ils se sont même construits dès le début comme une solution éventuelle de scalabilité de l'Ethereum. Donc, très intéressant, je l'ai toujours dit, l'écosystème Cosmos, c'est là que se trouve le chemin de la moindre résistance, puisqu'il n'y a pratiquement aucune capture de valeur verticale qui soit imposée par le modèle, ce qui est donc pour ma part celui qui avait le plus de chances de réussir. Et surtout, pour ma part, c'est le seul qui n'a pas connu cet afflux de crédit purement spéculatif, comme je l'avais vu et noté, vidéo à l'appui, sur les Vavax, où je vous ai dit, putain, Avax, merde, vous faites n'importe quoi, moi je le vois que c'est du vent, et que vous allez acheter ce truc-là très cher pour rien, malgré le fait que c'est peut-être un truc génial, etc., vous payez ça n'importe comment. Voilà, ça je vous l'ai dit, preuve à l'appui, ça n'a pas plu à certains, mais j'avais encore une fois raison. Et il y en a d'autres, d'accord, ainsi de suite, qui sont tombés dans ce truc-là. Pareil, Solana, il y a un moment donné où j'ai dit, les gars, c'est un peu n'importe quoi, il va falloir se calmer. Hein. Maintenant, je me suis laissé moi-même prendre par ce schéma de peut-être le super cycle, l'adoption, etc. Alors qu'en fait, c'était juste une bande de connards qui jouaient avec des effets de levier sans pareil. Donc, bien évidemment que j'ai mangé la même quenelle que vous. Il y a certains endroits où je l'ai vu venir, certains d'autres où je ne l'ai pas vu. Mais il y a bien une chose que je peux dire sur Cosmos, c'est que tous les effets néfastes qui vont probablement bloquer l'adoption des autres ne les ont pas connus. Pas de bulle de hype sur Cosmos, pas de frein technologique à l'adoption, et surtout, encore une fois, des métriques d'adoption qui sont sans commune mesure. Pour ma part, s'il y a bien un écosystème qui a connu de la croissance en 2022, c'est Cosmos. Le nombre de développeurs a pratiquement doublé depuis le début de l'année. Là où, pour les autres écosystèmes, c'est une division par 2, voire plus. Donc il y a une très forte migration vers l'écosystème Cosmos. Et ça, c'est ce que je vous avais dit depuis le début, ce modèle d'adoption basé sur le chemin de la moindre résistance. Les développeurs qui vont dans Cosmos n'apportent pas nécessairement de valeur à Atom. Il faut bien, encore une fois, vous rappeler de ça. C'est bien le dernier modèle. La distribution horizontale de Cosmos, c'est un modèle qui ne capture pas de valeur formatée. Et c'est ce qui rend l'investissement dans Cosmos très compliqué. Mais par contre, je vous l'avais toujours dit, l'adoption, elle ira probablement là-bas. Et ça, c'est bien une des choses sur lesquelles je ne me suis pas planté en 2022 et qu'il faut prendre en compte pour 2023. Je pense que l'écosystème Cosmos a largement fait la preuve de son chasme, c'est-à-dire que les visionnaires de Cosmos étaient déjà là. Pour moi, ça fait partie des gens qui, comme moi, sont arrivés en 2021-20. Attention, l'arrivée des pragmatiques dans Cosmos va arriver. Les ruptures technologiques de Cosmos sont clairement à l'horizon pour 2023. L'arrivée de l'Interchain Security, des Interchain Queries et de tous ces trucs-là vont permettre, encore une fois, des ruptures technologiques parce qu'elles permettent d'améliorer des stacks existants déjà extrêmement développés. Autrement dit, tout ce qu'on a vu dans les années précédentes, 2020-2022, l'apparition des Groups Modules, pour tous ceux qui utilisent et qui connaissent le Cosmos SDK, toute cette arrivée, l'Interchain Security, permettent de
monter, de se développer sur tous les modules existants. C'est-à-dire que par exemple, l'ICS va permettre d'améliorer plein de trucs dans les groups modules, etc. Donc attention pour ma part, la rupture technologique de Cosmos arrive, tout simplement parce qu'il n'y a aucun écosystème qui est capable de suivre cette avancée technologique. Beaucoup de gens l'ont vu, et c'est pour ça, à mon avis, que l'adoption des développeurs de ce stack technique du Cosmos SDK est clairement là. Et pour ma part, voilà, c'est l'écosystème Cosmos qui gagne la bataille, aux côtés d'Ethereum, en vue d'un bull market qui devrait se réamorcer vers la deuxième partie de 2023. Ça ne veut pas dire que le bear market va se poursuivre sur le premier semestre, on peut très bien rester flat, mais ce que je veux dire, c'est que par contre, attention, la deuxième partie de l'année me semble être beaucoup plus bullish en vue d'une année 2024, probablement très excessive sur certains projets qu'on a vus, hein, donc les fameuses Ethereum, Bitcoin, tous ceux qui constituent des overlaps. Il me semble que des projets comme Atom, s'ils succèdent, s'ils réussissent, dans leur capture de valeur verticale, qui n'est pas inscrite dans le marbre, encore une fois, c'est une pure adoption volontaire. Mais si ça réussit, ça vaudra très cher un atome, je vous l'avais déjà dit. Voilà, allez, ceci dit, on s'arrête là pour les modèles, on passe au graphique dans une partie 2 que je vais peut-être même vous enregistrer dès maintenant pour rester cohérent. Allez, ciao ciao!